Donc on passe à la correction du dossier numéro 2. Question numéro 1. Quel est le rôle du traitement anticoagulant dans la survenue de cette hématurie? Eh bien, ce qu'il faut retenir, c'est que le surdosage en AVK ne peut pas être responsable directement de l'hématurie macroscopique. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un traitement qui a pu favoriser l'hématurie, certes, mais il y a forcément, dans 80% des cas, ce qui est quand même énorme, une lésion urologique qui a saigné et qui a été favorisée par le traitement anticoagulant. Je m'explique. Si vous avez un patient qui arrive aux urgences, qui a par exemple un antécédent de valve mitrale mécanique, qui a un traitement par Préviscan, qui devrait avoir un INR entre 3,5 et 4,5 et qui arrive et qui saigne, qui a une hématurie macroscopique, et bien dans le bilan biologique, vous remarquez qu'il a une INR en fait à 5, et bien d'accord, il a un surdosage en AVK, et bien vous anticoagulez, enfin vous traitez tout ça, vous arrêtez les AVK, vous faites un relais, vous équilibrez l'INR à nouveau. Et puis si vous le laissez rentrer à la maison en lui disant attention c'est pas bien, il faut faire attention à votre anticoagulation et point final, et bien c'est zéro. Il faut ne pas oublier de l'adresser à un urologue pour qu'il recherche une lésion urologique qui a pu saigner et dont le saignement a été favorisé par l'anticoagulant. Alors la question numéro 2, les principales étiologies à évoquer chez ce patient d'hématurie macroscopique, eh bien il faut commencer par les causes urologiques. C'est toujours comme ça que l'on raisonne. On ne raisonne pas en commençant par rechercher des causes néphrologiques. Quand un patient vous est adressé pour une hématurie, vous ne recherchez pas une maladie de Berger. Vous recherchez des causes urologiques en première intention. Les causes urologiques, c'est quoi d'hématurie? Il faut penser aux causes les plus graves, donc les causes de cancer, et puis aux causes les plus fréquentes. La cause la plus grave, c'est quoi? C'est le cancer de vessie ou les cancers des voies excrétrices. En gros, les carcinomes urothéliaux. Donc ça, c'est grave. Les causes les plus fréquentes, c'est quoi? C'est l'infection urinaire, la prostatite. C'est les causes les plus fréquentes d'hématurie macroscopique. Dans le registre du cancer, il ne faut pas oublier le cancer du rein, le cancer de la prostate, d'accord? Donc dans les infections, la prostatite. Et puis ensuite, il y a toutes les autres causes, les calculs urinaires, c'est une cause également fréquente, et puis toutes les autres causes, les cancers étrangers, les calculs vésicaux, l'hypertrophie bénigne de la prostate, tout ça, c'est après, ça vient après. Donc n'oubliez pas d'avoir les causes de cancer, puis les causes infectieuses. À l'interrogatoire, il ne faut pas oublier d'éliminer les fausses hématuries. Les fausses hématuries, c'est quoi? C'est par exemple le saignement d'organes de voisinage, une urétroragie. Un patient qui a une sonde urinaire et qui se l'arrache, voilà, c'est pas une vraie hématurie, c'est une urétroragie. Parfois, l'hématurie peut être confondue avec la survenue de règles. Donc le prélèvement a été mal fait, le prélèvement d'urine mal fait, il y a une contamination par les règles et on pense que c'est une hématurie alors que c'est juste les menstruations. Il ne faut pas oublier non plus l'hémospermie, donc ce n'est pas une hématurie. Il y a des colorations alimentaires, notamment dues à la prise de betterave. Il y a des colorations médicamenteuses, par exemple la rifampicine qui donne des urines de couleur orangée. Et puis il y a des colorations pathologiques que vous verrez en néphrologie, telles que l'hémoglobinurie ou encore la myoglobinurie. Question ? Parmi ces étiologies, lesquelles sont responsables d'hématurie initiale, terminale ou totale? Alors, ça c'est ce qu'on appelle le temps de l'hématurie. À l'époque, on faisait ce qu'on appelle l'épreuve des 3 verres de Guyon. C'est-à-dire que lorsque le patient avait envie d'uriner et qu'il venait pour une hématurie, on le faisait uriner à 3 temps dans 3 verres différents. L'hématurie initiale, donc qui survient dès le début de la miction, ça évoque une cause basse qu'on appelle cervico-prostatique, urétro-prostatique. Par exemple, un cancer de la prostate, une infection urinaire, prostatite, un adénome de la prostate peuvent donner des hématuries initiales. L'hématurie terminale, ça oriente vers une étiologie vésicale, cancer de vessie par exemple. Et puis l'hématurie totale, ça peut provenir de n'importe quel endroit de l'appareil urinaire, ça peut être le rein, ça peut être la vessie, ça peut être la prostate, ça peut être partout, donc ça n'oriente vers aucun étage de l'appareil urinaire.
Donc on continue, les examens complémentaires à demander, vous avez le droit de tout demander à condition de bien justifier. Eh bien, il faut répondre à cette question en vous aidant des étiologies que vous avez évoquées à la question numéro 2. Donc c'est très simple, les examens complémentaires simples à demander, c'est tout d'abord un ECBU pour éliminer une infection urinaire. Ensuite, il faut regarder également le retentissement de l'hématurie. Il vient, il saigne. Si c'est un vieillard qui a des comorbidités, faites attention parce qu'il peut très bien arriver avec 6 d'hémoglobine. Donc il ne faut pas oublier de demander une NUM, des plaquettes, un bilan d'hémostase, TP, TCA, INR chez ce patient. Et puis si vous avez une hémoglobine dans les chaussettes, ne pas oublier de demander un groupe Rhésus afin de prévoir une transfusion. Alors, la cytologie urinaire, il faut la demander. C'est un examen très particulier, c'est pas un examen bactériologique, hein. C'est un examen qui doit être lu par un anatomopathologiste. Donc il faut être fait dans une équipe entraînée qui va rechercher des cellules anormales. Alors quand la cytologie urinaire elle est négative, elle n'élimine pas le diagnostic de tumeurs urothéliales. Par contre, si elle est positive, il faut absolument essayer de rechercher une tumeur urothéliale, quelle que soit sa localisation vésicale ou dans les voies excrétrices supérieures. Ensuite, il ne faut pas oublier de faire une créatinémie. On est en urologie. Donc en urologie, il faut que ce soit médulaire. Hein. On prescrit une BU ou un ECBU et on regarde la fonction rénale. Il est de bon ton de demander une imagerie. L'imagerie la plus accessible pour le bilan étiologique d'une hématurie, c'est l'échographie réno-vésicale. Elle permet de mettre en évidence une éventuelle tumeur du rein ou de la vessie, etc. Ça peut mettre en évidence des calculs urinaires, ça peut mettre en évidence une dilatation des cavités pyélo-calicielles, etc. Enfin, et pas des moindres, l'examen le plus important, mais que vous ne pouvez pas réaliser en période hématurique parce que sinon vous ne voyez pas, c'est une endoscopie de l'appareil urinaire. Chez l'homme, on réalise ce qu'on appelle une fibroscopie urétro-vésicale. Qu'est-ce que c'est que cet examen? C'est un examen qui se fait en consultation, certes dans un secteur technique, hein, pas dans le box de consultation même, mais à côté, là où on fait les gestes techniques, qui consiste en fait à introduire un fibroscope souple. Donc ça ressemble au fibroscope que utilisent les ORL, mais sauf que là c'est à visée d'exploration de l'appareil urinaire. Et vous explorez l'urètre à l'aide de la caméra et puis vous regardez la vessie. Ça permet de faire un état des lieux, de retrouver des polypes, donc potentiellement des petits carcinomes urothéliaux de la vessie. Et c'est un examen à visée diagnostique, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas, si vous tombez sur un polype, réséquer. La résection de polypes, ça se fait au bloc opératoire. C'est une vraie opération. Alors que là, la fibroscopie rétrovésicale sous anesthésie locale en consultation, c'est un geste diagnostique. Donc on continue par la correction de la question numéro 4. C'est encore une iconographie à commenter. Donc vous avez ici un scanner abdominal centré sur les reins avec injection de produits de contraste. Et je vous ai mis 3 coupes, notamment une coupe au temps artériel et puis des coupes un peu plus tardives au temps tubulaire et au temps excréteur afin que vous puissiez bien regarder la caractérisation de la masse rénale que l'on va voir. Mais ce qui est important ici, c'est le temps artériel. Eh bien, qu'est-ce que l'on voit sur ce scanner en coupe transversale? On voit qu'il y a une volumineuse masse rénale droite. Vous pouvez dire volumineux, ça fait plus de 7 cm là. Donc, masse rénale droite, ne pas oublier de préciser le côté, qui est isodense, qui est faiblement rehaussé par le produit de contraste et qui est hétérogène, avec en son sein ici une zone hypodense qui peut évoquer de la nécrose. Donc c'est très volumineux, ça occupe presque tout le rein à droite. N'oubliez pas que le rein est un organe pair, donc il ne faut pas oublier de regarder le rein controlatéral. Et là, sur le rein controlatéral, vous voyez qu'il n'y a pas de lésion pathologique. Et si vous faites votre travail correctement, vous regardez également les organes adjacents et notamment ici, un bout de parenchyme hépatique et vous ne voyez pas de lésion hépatique et vous savez que le cancer du rein peut métastaser au foie.
Après, si on veut être complet, on dit qu'on ne voit pas d'adénopathie flagrante sur ces coupes de scanner. Donc moi, je vous ai mis également des iconographies au temps un petit peu plus tardif, tubulaire, tel que vous le voyez ici, et puis le temps excréteur. Juste pour vous montrer finalement, ici vous avez une opacification des voies excrétrices et puis la masse rénale que vous voyez là se développe certes aux dépens du parenchyme rénal, mais envahit également les voies excrétrices urinaires. Donc au total, il faut conclure, c'est probablement, c'est même probablement à 99,9% des cas, un cancer du rein à droite, limité au rein, sans envahissement des organes adjacents, sans localisation contralatérale. Et vous pouvez même vous mouiller un petit peu sur l'histologie et dire qu'il s'agit d'un adénocarcinome à cellules claires, rénales, à droite. On poursuit par la correction de la question numéro 5, le bilan d'extension à faire. Alors n'oubliez pas, il faut faire que les malades, c'est d'abord des malades, donc on ne se jette pas sur les examens complémentaires, on l'examine d'abord. Donc vous dites que dans votre bilan d'extension, il faut faire un bilan d'extension clinique, donc interroger le patient, notamment lui demander s'il n'a pas des difficultés respiratoires, des douleurs osseuses, des céphalées, et puis il faut l'examiner, effectuer une palpation abdominale, une palpation hépatique, rechercher des adénopathies, palper les os, l'ausculter sur le plan pulmonaire et si vous avez des signes neurologiques, essayez de l'examiner sur le plan neurologique. Au niveau des examens paracliniques, qu'est-ce qu'il faut demander? Un scanner thoracique, c'est indispensable. Ensuite, il faut lui demander un bilan hépatique, une calcémie, et ne pas oublier la scintigraphie osseuse. Alors la scintigraphie osseuse, chez certains ils le font en fonction des signes d'appel, mais devant une volumineuse masse rénale comme ça, il est de bon ton de réaliser une scintigraphie osseuse. N'oubliez pas, ça ne fait pas partie certes du bilan d'extension, mais dans le bilan préopératoire, parce que le patient, vous allez probablement l'opérer, il ne faut pas oublier de demander déjà un bilan préopératoire et puis une fonction rénale pour avoir une idée de la fonction rénale de base du patient. Quels sont les facteurs de risque de cancer du rein? Alors, les facteurs de risque de cancer du rein, c'est à apprendre par cœur. Il y a des facteurs de risque classiques du genre tabac, l'obésité, l'hypertension artérielle, le malade dialysé depuis des années, voilà. Mais ce qui est intéressant de connaître dans le cancer du rein, c'est qu'il y a des facteurs de risque génétiques. Donc il faut que ça vous fasse tilt quand c'est un cancer du rein qui survient chez un patient qui est jeune, moins de 40 ans, ou alors qu'il y a déjà des antécédents familiaux de cancer du rein. Et je pense à ça, à une maladie en particulier, qui est la maladie de von Hippel-Lindau. C'est une phacomatose. Vous devez la connaître, cette maladie, parce que vous allez la traiter dans d'autres disciplines, notamment en endocrinologie, parce que ça donne des hypertensions artérielles, des phéochromocytomes. Et puis nous, en urologie, ça nous intéresse, parce que ça donne des adénocarcinomes à cellules claires rénaux, mais bilatéraux. Et donc, il faut qu'on effectue un traitement chirurgical conservateur au maximum. Donc, n'oubliez pas la maladie de von Hippel-Lindau. On continue par la question numéro 6. Alors, quel traitement faut-il réaliser si la maladie est localisée? Déjà, vous savez toujours, vous ressortez votre tiroir habituel, mais faut informer le malade, faut annoncer le diagnostic, faut présenter le dossier en RCP, le projet personnalisé de soins, ça vous savez faire, la prise en charge à 100%, le soutien psychologique, d'accord, je vous l'accorde. Ensuite, qu'en est-il du traitement spécifique du cancer du rein? Tous les cancers du rein, normalement, ils doivent être opérés. Le cancer du rein, c'est un traitement chirurgical. Qu'est-ce qu'on leur propose chez ce patient devant cette volumineuse masse tumorale à droite? Eh bien, on ne peut pas lui proposer autre chose qu'une néphrectomie élargie droite. Vous pouvez le faire si vous avez bien regardé que le rein contralatéral est normal et puis il faut que vous ayez déjà de base une évaluation de la fonction rénale. Qu'est-ce qu'une néphrectomie élargie? C'est une néphrectomie qui emporte toute la graisse périrénale. Elle n'emporte pas forcément la surrénale de manière systématique, mais elle emporte toute la graisse rénale. N'oubliez pas de préciser le côté, parce que si vous vous trompez de rein dans la vraie vie, eh bien vous allez en prison. Donc c'est 0 au dossier, j'allais dire, mais bon, au moins à la question, si vous oubliez le côté.
On ne fait pas de curage ganglionnaire, ça n'a montré aucun intérêt, ni dans le pronostic, ni dans la guérison, la survie, etc., etc. Donc pas de curage ganglionnaire. La pièce, elle est envoyée en examen anatomopathologique, bien entendu. Après, il y a les considérations anesthésiques. Bien sûr qu'il faut arrêter les AVK, c'est une grosse opération qui peut saigner. Donc les antivitamines K seront arrêtés et puis relayés. Donc voilà. Ensuite, il faut organiser la surveillance. La surveillance, c'est régulière à vie. Elle comprend un examen clinique et des examens paracliniques. Non seulement il faut surveiller le lendemain de l'opération la tolérance de la chirurgie, donc vous faites votre visite en chirurgie, qu'est-ce que vous regardez auprès du patient? La température, la douleur, la diurèse, la phlébite, la cicatrice, l'hémoglobine, la créatininémie, et voilà. Il y a ensuite l'efficacité de la chirurgie, autrement dit l'absence de récidive du patient, eh bien vous le réexaminez. Vous palpez les ganglions, vous palpez le foie, vous regardez l'état général, etc. Et puis, il va falloir réaliser des scanners thoraco-abdominopelviens, ou en tout cas au moins abdominopelviens, de manière régulière. Et si tout va bien, on alternera avec une échographie rénale. Il ne faut pas oublier non plus de surveiller la fonction rénale à vie. On continue par la question numéro 7. Alors, concernant la stade TNM, les types histologiques le plus fréquents, eh bien le type histologique le plus fréquent, c'est un adénocarcinome à cellules claires rénales. Ensuite, vous avez un stade PT2. P, ça veut dire qu'il s'agit d'un stade histologique. T2, ça veut dire que la tumeur, elle mesure plus de 7 cm et qu'elle reste localisée au rein. N0, M0, vous savez ce que ça veut dire, hein, pas de ganglion, pas de métastase à distance. Et puis le grade histologique de Fuhrmann 3, le grade de Fuhrmann, c'est sans tréma sur le U s'il vous plaît, il faut bien l'orthographier, c'est un indice de différenciation. Donc basé sur la taille des nucléoles, le nombre de mitoses, voilà. Et 3, ça veut dire que la tumeur, elle est peu différenciée. Donc, quel est le pronostic de cela? Eh bien, une fois que vous avez enlevé le rein en totalité, pronostic, c'est plus de 80% de survie à 5 ans. Donc, on continue. Question numéro 8. Le patient, il revient quelques temps après avec une nouvelle imagerie. Donc, il s'agit d'un scanner abdominal en coupe transversale. Et là, qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, vous voyez déjà que il n'y a plus de rein droit, et heureusement d'ailleurs. Il n'y a pas grand-chose sur la loge de néphrectomie. En revanche, quand on regarde le côté contralatéral, on retrouve une tumeur polaire inférieure rénale gauche. Donc il s'agit d'une deuxième localisation qui est située sur le rein contralatéral. Donc d'où l'intérêt de surveiller à part des scanners régulièrement à vie. Et il faut faut se prononcer un petit peu sur la taille de la tumeur. Et ben, c'est une petite tumeur. Elle fait environ 3 cm, mais là on vous donne pas vraiment l'échelle, mais je vous le dis, elle fait moins de 3 cm de diamètre. Et puis on peut pas dire grand chose là sur les adénopathies, etc. parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc il n'y a pas d'adénopathie sur ce scanner. Donc tumeur polaire inférieure rénale gauche d'environ 3 cm de diamètre. On termine par la question numéro 9. Alors, qu'est-ce qu'il faut proposer chez ce patient qui a une deuxième tumeur rénale? Eh bien, le traitement standard, il est chirurgical, toujours. Si le patient est opérable, et le patient est opérable ici, donc on lui propose de la chirurgie. Alors avant, ce que l'on proposait, c'est de barrer le rein, donc de mettre le patient en dialyse. Maintenant, on ne fait plus comme ça. On sait faire des néphrectomies partielles et il faut, chez ce patient, lui proposer une néphrectomie partielle. Conserver les néphrons, c'est primordial. On a montré dans des grandes études que quand on envoyait un malade en dialyse, eh bien on augmentait le risque cardiovasculaire, la morbidité, tous les accidents qui peuvent arriver et qui peuvent être dus à la dialyse. Donc il faut, quand on le peut, préserver les néphrons. Donc on propose à ce patient une néphrectomie partielle, polaire inférieure, gauche, avec un envoi de la pièce en examen anatomopathologique. L'indication, c'est une indication de nécessité. C'est un rein unique. Donc il ne s'agit pas d'envoyer le patient en dialyse tout de suite. Si le patient n'avait pas été opérable, il a 90 ans, il est tout pourri, il a des comorbidités, il va clamser si vous l'opérez à nouveau, et bien dans ce cas-là, on peut proposer
des traitements qu'on appelle mini-invasifs, c'est des traitements ablatifs du cancer du rein, à visée curative également. C'est ce qu'on appelle la radiofréquence ou la cryoablation. Mais dans ce contexte-là, patient en bon état général, qui n'a pas de comorbidité notable par le traitement anticoagulant, on peut très bien lui proposer une néphrectomie partielle. Oui, quelles sont les indications de chimiothérapie dans le cancer du rein? Oui, alors, ce qu'il faut connaître pour le cancer du rein, déjà, le traitement de référence, il est chirurgical. Ensuite, il faut oublier la radiothérapie. Ça n'existe pas dans le cancer du rein. Deuxièmement, il n'y a pas de chimiothérapie du cancer du rein à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas des drogues telles que la cisplatine, telles que la bléomycine pour traiter le cancer du rein. Ce que l'on a, c'est assez révolutionnaire et ça existe déjà depuis quelques années, ce sont les thérapies ciblées, les traitements anti-angiogéniques tels que le sutinib, par exemple, le Sutent. Eh bien, c'est des anti-angiogéniques que l'on utilise dans le cancer du rein métastatique. Actuellement, quand le cancer du rein est métastatique, on essaie quand même de l'opérer, puis d'y associer des anti-angiogéniques. S'il y a une métastase, par exemple, pulmonaire isolée, on essaye également d'opérer cette métastase pulmonaire. On ne sait pas s'il y a un intérêt à réaliser une néphrectomie en situation métastatique associée à des anti-angiogéniques. Il y a des protocoles pour ça, pour évaluer l'intérêt de la néphrectomie en cas de métastase en association avec les anti-angiogéniques. Donc, pas vraiment de chimiothérapie, mais des traitements ciblés qu'on appelle les anti-angiogéniques.